Honorable Président, je vous remercie pour la parole. J'interviens ici pour le compte de la population de Rutshuru et de Masisi qui se pose légitimement la question de savoir ce qui va se passer exactement et comment les élections pourraient se tenir dans ces territoires. Je voudrais, Honorable Président, noter que la CENI a proposé de reconduire le nombre de sièges qui étaient prévus pour ces territoires compte tenu de la situation d'insécurité qui prévaut dans ces territoires, à savoir exactement 8 sièges pour Masisi au niveau national et 7 sièges pour Rutshuru. Et vous savez, Honorable Président, que ces deux territoires sont aujourd'hui en grande partie occupés par les terroristes du M23. Alors, la question que les uns et les autres se posent, lorsqu'on reconduit les sièges de 2018, alors que l'on n'a pas fait d'enrôlement, je voudrais noter qu'à Rutshuru, sur plus de 720 000 électeurs attendus, l'on n'a pu enrôler que 71 000. Alors qu'à Masisi, sur plus de 761 000 électeurs attendus, on n'a enrôlé que 18 676 électeurs. En fait, on n'a pu enrôler que les seuls électeurs qui se trouvaient dans les camps de déplacés autour de la ville de Goma. Alors, donc la question est de savoir, finalement, lorsqu'on reconduit les sièges de 2018, comment va-t-on procéder, n'est-ce pas, aux élections? Comment la population va-t-elle élire lorsqu'elle n'a pas du tout été enrôlée? Je voudrais en fait que M. le vice-premier ministre ici présent nous éclaire sur ce que la CENI a fait pour permettre à cette population qui n'a pas du tout été enrôlée à pouvoir participer tout de même aux élections. Est-ce qu'il y a-t-il un enrôlement de régularisation qui est prévu par exemple? Je pense personnellement à cette formule-là, mais même si l'on pouvait le faire, cet enrôlement de régularisation pour permettre aux uns et aux autres d'avoir leur carte d'électeur, c'est quand cet enrôlement pourrait-il se faire? En fait, la question fondamentale est de savoir si l'on n'est pas tout simplement en train de nous, je dirais, de faire rêver cette population et la population congolaise de manière générale, lui faire croire qu'il est prévu des élections dans ces entités, alors que l'on sait pertinemment bien que les conditions ne sont pas du tout réunies pour que des élections aient lieu dans ces entités. Il faudrait que de manière très claire et franche, Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre ici présent, puisse nous éclairer sur ce qui a été prévu, notamment pour ces deux territoires où l'enrôlement n'a pas eu lieu, et c'est des territoires qui sont encore largement occupés par le M23. Mais je voudrais tout de même, s'agissant de Masisi, noter que le M23 n'occupe que la seule chefferie ou une partie de la chefferie de Bahoundé, de Bachali plutôt. C'est la seule chefferie dans laquelle on note l'activisme du M23. Donc il y a une très bonne partie de Masisi qui n'est pas du tout occupée et la population se pose la question, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas profiter de la situation actuelle caractérisée par une forme d'accalmie, du moins sur le plan des opérations militaires, pour faire ce que j'ai appelé cet enrôlement de régularisation et permettre aux uns et aux autres d'avoir leur carte d'électeur et de pouvoir espérer participer au vote. Mais je voudrais, Honorable Président, profiter de cette tribune pour dénoncer. Parce que même lorsqu'il faut aller aux élections, il faut qu'on nous assure que les conditions sur le plan sécuritaire seront réunies pour que l'on puisse participer au vote. Je dénonce ici l'insécurité qui sévit même dans les espaces sous contrôle du gouvernement, et je dirais l'incapacité notoire, sinon l'incompétence qui caractérise les autorités, je dirais le gouverneur militaire, qui ne sait pas du tout apporter un peu de paix et de sécurité même dans ces espaces qui sont sous son contrôle. Et cette insécurité, on ne la note pas seulement qu'en milieu rural, on la note même dans la ville de Goma. Et je ne sais pas si le vice-premier ministre ici en charge de la sécurité qui est ici présent peut nous dire qu'est-ce que le gouvernement a à faire pour que
ces zones qui sont sous contrôle gouvernemental soient tout au moins en sécurité. Et je dénonce ici aussi cette forme d'affairisme qui caractérise les gouverneurs militaires et son équipe, eux qui ont été chargés d'aller faire la guerre, de rétablir l'ordre et la sécurité. Aujourd'hui, lorsque vous arrivez au Nord Kivu, ils sont devenus affairistes. En fait, ils ne travaillent plus que pour l'argent. Aujourd'hui, les autorités à Goma sont plongées dans la spoliation des terrains qui reviennent à l'État, alors qu'on aurait pu les voir actifs plutôt sur les opérations militaires. Je voudrais dénoncer ici, honorable président, le calvaire de la population face aux multiples barrières érigées sur tous les axes routiers et même sur des sentiers, dans les espaces, encore une fois, je dis bien, sous contrôle du gouvernement. Lorsque vous devez venir de Massissi profond, du moins dans la partie qui n'est pas occupée par les M23, et que vous devez venir à Goma, c'est un parcours de combattants. Il y a beaucoup de jeunes gens qui perdent la vie parce qu'ils ne sont pas en mesure de payer ce qui est exigé par nos propres militaires, par nos propres policiers. Lorsqu'aujourd'hui, on nous dit, et ce n'est pas du tout faux, qu'il y a ce qu'on appelle les Wazalendo, en fait ce sont les jeunes patriotes qui se sont mobilisés contre les terroristes du M23 et qui essayent d'arrêter la progression de ces bandits à côté de l'armée gouvernementale. Mais lorsque vous allez dans les zones que ces jeunes Wazalendo contrôlent, c'est incroyable, c'est invivable. Il n'y a pas d'autorité de l'État. Alors que le gouvernement devait profiter de cette prédisposition de ces jeunes gens à collaborer justement pour essayer de les contrôler et rétablir l'ordre dans les zones qui sont justement sous contrôle de ces groupes armés. Et donc, c'est des choses qu'il faut dénoncer. Dénoncer une forme d'absence de l'autorité de l'État qui est pratiquement qu'on constate dans toute cette partie du territoire national, alors que nous, on pensait que dès lors qu'il y a des autorités militaires, elles seraient beaucoup plus aptes, n'est-ce pas, à rétablir l'ordre et la sécurité, du moins dans la partie qui est sous contrôle du gouvernement. Et donc, la dernière question que je pose à Monsieur le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur est celle de savoir qu'est-ce que le gouvernement est en train de faire et qu'est-ce que son ministère est en train de faire pour que, le moment venu, même lorsqu'il faut aller aux élections, ou plutôt lorsqu'il faut parler de pré-campagne, parce que d'ici là, ce sera la pré-campagne, que les gens soient à mesure de se déployer librement, en toute quiétude, que ces barrières ne soient pas, n'est-ce pas, un motif donné à des groupes armés d'empêcher la libre circulation des candidats potentiels ou des candidats tout court. En fait, je voudrais vous informer, monsieur le vice-premier ministre, qu'aujourd'hui, on a même constaté, on constate sur le terrain, que certains politiciens mal de positionnement commencent à prendre possession de certains groupes armés, à les contrôler, dans l'espoir, n'est-ce pas, d'aimer d'être en mesure de contrôler des espaces. Et pendant les élections, à pouvoir bénéficier de cette possibilité, n'est-ce pas, d'empêcher à des candidats concurrents d'accéder à ces zones-là, ou même d'être seuls, à même de se déployer dans ces zones, et donc, éventuellement, à pouvoir imposer des faux résultats. Alors, qu'est-ce que le gouvernement entend-il faire pour mettre fin à ce genre de pratiques et pour donner à tous les candidats potentiels, n'est-ce pas, les mêmes chances de pouvoir participer aux élections? J'ai dit et je vous remercie, honorable président. Merci beaucoup, chers collègues.